Joël Kotek, bonjour. On présente souvent aujourd'hui le sionisme comme la solution partagée par l'ensemble des juifs de par le monde. On oublie souvent que le sionisme, à ses débuts, en tout cas au début du XXe siècle, n'était qu'une option parmi d'autres et que c'était une option minoritaire. Alors comment cette option minoritaire, comme réponse à la question juive, s'est imposée comme celle qui est partagée par l'ensemble des juifs aujourd'hui? Oui, vous dites bien, effectivement, c'est imposé, et c'est imposé presque malgré les Malgré Juifs, eux. puisque toute l'histoire justement du 19e et du 20e siècle, et ça on l'oublie, et c'est effectivement la volonté des Juifs de s'intégrer dans les sociétés où ils vivent, et donc l'aspiration des Juifs de France est d'être français, pleinement français, peut-être israélite le Shabbat, mais d'être français, les Juifs allemands aussi, et la démonstration ultime, c'est la Première Guerre mondiale, où les Juifs sont, contrairement au mythe qui se propage en Allemagne, les Juifs sont davantage en première ligne que le sont leurs compatriotes chrétiens, protestants ou catholiques. Ils se battent pour l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est grâce entre guillemets au génie juif que l'Allemagne pourra finalement poursuivre l'effort de guerre, puisqu'il y aura Walter Rathenau qui va être à la base de l'économie de guerre, qui va permettre au front de tenir par un approvisionnement assuré. Il y a bien sûr Fritz Haber qui va, malheureusement aussi par son génie, un futur prix Nobel, créer le fameux gaz motard qui va fixer et qui va arrêter les troupes françaises, anglaises, etc., en créant l'hypérite. Et puis il y a aussi Balin, le fameux armateur juif, qui va d'ailleurs se suicider, si je me souviens bien, le 11 novembre 1918. Donc ce sont des juifs extrêmement patriotes. Ils sont d'abord allemands, peut-être juifs, mais d'abord allemands. Et en France, c'est la même chose. Alors est-ce que c'est vrai? Giraudoux raconte, mais on n'en sait rien, que le premier juif américain qui aurait été tué sur le front, c'est un juif qui s'appelait Kaufmann, et que l'allemand qui l'aurait tué était tout aussi juif, il s'appelait Kaufmann. Enfin, à mon avis, c'est sans doute une légende. Mais donc ça, c'est la réalité. Et donc, avant la Shoah, on peut dire que le sionisme est une option parmi d'autres, même si le sionisme intellectuellement structure, on peut dire en quelque sorte, le débat intellectuel, mais les sionistes sont minoritaires. Alors le sionisme se crée tout de suite en Allemagne, mais le sionisme est une idée qui peut paraître intéressante pour les juifs allemands, à condition qu'elle s'adresse plutôt aux juifs de l'Est, et pas pour les juifs d'Allemagne. Et donc, avant-guerre, on peut choisir la voie de l'universalisme, on peut s'inscrire dans le mouvement marxiste, ou dans le mouvement bundiste, ou dans le mouvement socialiste. Ils sont très nombreux à choisir cette voie-là. Donc la voie de la déjudaïsation, de l'assimilation. Et puis il y a le vieux judaïsme allemand qui, lui, encore une fois, se veut d'abord allemand et peut-être juif aussi. C'est pas que ce soit des juifs honteux. Ce sont des juifs qui ont choisi d'être d'abord allemands et juifs de religion, et donc qui s'opposent au sionisme et aux juifs de l'Est, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Ostjuden ou les semi-asiatiques. Parce qu'ils considèrent que ce sont les sionistes et les juifs polonais qui, en fait, sont responsables de la montée de l'antisémitisme. Et puis, malheureusement, on le sait, l'expérience du XXe siècle a fait que tous ces gens qui pensaient que le sionisme n'était qu'une option, finalement, ont été... c'est l'histoire qui, finalement, a donné raison aux sionistes. Et c'est vrai que le sionisme est une sorte de vision très pessimiste de l'histoire, fondamentalement. Et donc, tous les autres courants ont pratiquement disparu, puisque l'assimilationnisme allemand n'a pas vécu, puisque tous ces gens qui... Et c'est ce qui explique la faible immigration des juifs allemands. C'était qu'à partir de 38-39, finalement, que les juifs allemands réalisent ce qui va se passer. Et il est trop tard. La moitié des juifs vont finalement être exterminés durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce que les Allemands ne détruisent pas, ce que les nazis ne détruisent pas, ce sont les soviétiques qui vont détruire, puisque les soviétiques qui vont détruire le Bund et la culture yiddish. Au regard de tout ce que vous venez de dire, l'antisionisme actuel serait-il une espèce d'anachronisme terrible? Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque génération, on demande aux Juifs de démontrer leur volonté d'assimilation, alors qu'à chaque génération, je pense que les Juifs ont démontré leur volonté d'assimilation. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est fabuleux, quand bien même les Juifs allemands étaient persuadés d'avoir réussi, et dans une certaine façon d'avoir créé une véritable symbiose, c'est la fameuse symbiose judéo-allemande, on voit que dans les années 30, les Juifs étaient en quelque sorte obnubilés par la question des Juifs d'Espagne. Il y a énormément d'études qui sont faites sur la République de Weimar par des historiens juifs sur le judaïsme espagnol qui leur paraît très proche. Voilà encore des Juifs qui se sentent presque plus espagnols que juifs, qui sont extrêmement bien intégrés, qui aident au développement effectivement
du royaume d'Aragon et de Castille, et qui vont se retrouver à nouveau les victimes de l'histoire. Et c'est ce qui explique cette fascination que les Allemands ont pour le judaïsme espagnol. Et de manière assez curieuse, aujourd'hui aux États-Unis, il y a une fascination des historiens américains pour le judaïsme allemand de Weimar et pour le judaïsme espagnol aussi. Parce que, et c'est la question peut-être qui donne peut-être raison aux sionistes, on n'en sait rien, et on espère que non, c'est-à-dire que le problème souvent, c'est que c'est l'excès d'intégration qui favorise l'antisémitisme. C'est-à-dire aussi longtemps que les Juifs étaient séparés, constitués un corps séparé, étaient une nation dans la nation, bon, les Juifs étaient persécutés, faisaient l'objet de pogroms, mais ne faisaient pas peur de la même manière qu'ils ne l'ont fait à partir du moment où ils sont devenus invisibles et finalement sont devenus des Juifs non-Juifs. Et donc, et c'est ça peut-être le paradoxe de l'antisémitisme, et c'est une leçon peut-être que pourraient avoir aujourd'hui nos minorités, quand bien même elles seraient peut-être les mieux atterrées qui soient. Un raciste considérera toujours qu'un juif, un arabe, un noir, lui est fondamentalement étranger. Je vous remercie.